On y va. Bonjour à tous, bienvenue à cette causerie du mois d'octobre. Ce mois-ci, nous avons la chance d'avoir les gens d'Ecolab qui vont nous parler de produits de nettoyage. Donc, bienvenue à tout le monde, bienvenue aux gens d'Ecolab. On est bien content de vous avoir avec nous. Je vais faire les présentations. On va avoir une présentation à deux personnes. Puis, on a aussi Kafka Corriveau, qui est le directeur de district de la province de Québec. Depuis 13 ans chez Ecolab et puis 22 ans dans le domaine alimentaire, dont 8 dans les produits laitiers. Donc, Kafka va nous aider à coordonner et voir si vous avez beaucoup d'interventions aussi. Il va participer à la causerie avec nous. Première présentation va être faite par Frédéric Caron. 26 ans d'expérience dans les différentes usines de transformation laitière, dont 23 ans en industrie laitière précisément, en fabrication fromagère diverses, lait embouteillé, produits laitiers aseptiques et produits laitiers en poudre. Puis, différents postes au niveau de sa longue carrière chez Ecolab. Qui va nous présenter la première partie de notre causerie. Et deuxième présentateur, qui est Jean Simard, 29 ans d'expérience en usine agroalimentaire, dont 20 ans en fromagerie comme fromager, opérateur en pasteurisation, superviseur de production, planificateur de production et support technique d'usine. 9 ans chez Ecolab à différents postes comme gérant de territoire, directeur de district et support technique district Québec. Donc, merci à vous d'être là. Nous allons vous donner les petites instructions habituelles. Donc, ça va se passer en 3 blocs. On va avoir le premier bloc, environ 15 minutes. Après ça, on a la chance de poser des questions. Vous pouvez les poser, les écrire sur le chat. Si vous êtes trop timide, on peut les poser à votre place ou y aller à main levée. Puis, on va vous donner la chance d'intervenir pendant la période de questions. Même chose pour les 2 autres blocs, toujours le même concept, 3 blocs. On a une période de questions qui suit la présentation. On vous demanderait de garder vos micros fermés, caméras fermées pendant les présentations. Puis quand c'est le temps de poser les questions, ben, si vous voulez vous manifester, vous pouvez ouvrir votre caméra et naturellement votre micro, ça va aller mieux. On est enregistré. Ensuite, y a-t-il quelque chose que j'oublie, Geneviève? C'est bon? Good. Parfait. Donc, allons-y. Frédéric, le micro est à toi. Est-ce que le partage d'écran fonctionne? Vas-y, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. C'est la bonne chose. Ça faut que je fasse. Excusez, pardon, je n'avais pas fait la bonne chose. Et là, ça fonctionne. Et oui. Et voilà. Donc, je vais juste mettre la deuxième slide. Je crois que vous avez des consignes à donner pour les gens. Marie, tu l'as déjà dit dans le fond, mais c'est juste de vous rappeler là, de prendre le chat, comme on disait, puis de lever votre main quand vous voulez prendre parole. Ça, c'était les prochaines. Voilà, c'est les prochaines causeries. Donc, c'est ça. En fait, on aura tout de suite l'information. Rappelez, vous pouvez vous en rappeler. 15 novembre, prochaine causerie, on va parler des éléments de coagulation du lait, les coagulants, les préseux, autrement dit, avec Chris Hansen. Et à la mi-décembre, on va avoir une causerie sur l'éco-efficience avec quelqu'un de Polytechnique, Catherine Houssard. Donc, c'est ça. Donc, tu peux y aller, Frédéric. Parfait. Donc, bienvenue tout le monde. Moi, c'est Frédéric. Donc, je vais donner le premier bloc pour la formation d'aujourd'hui. Donc, le premier bloc, en fait, c'est moi et Jean qui donnent les présentations. Dans le petit agenda, dans le fond, on va avoir les principes de base en nettoyage et assainissement. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très de base. Les 2 autres sections vont être données par Jean, qui est les principes de lavage monophase et override, principalement pour des pasteurisateurs, souvent qu'on fait ça. Et on va avoir une 3e section sur le principe des assainisseurs. Donc, chose très courante dans l'agroalimentaire. Donc, principe de base, nettoyage et assainissement. Donc, c'est
le nettoyage et l'assainissement, c'est vraiment en usine le travail de tout le monde. Ce n'est pas seulement la personne qui nettoie, ce n'est pas simplement le département de sanitation si vous en avez un en usine. C'est certainement pas non plus juste le travail du département de qualité aussi. Donc, c'est vraiment le travail de tout le monde et ça commence par l'engagement de la direction comme dans n'importe quel système ACEP ou système de qualité. Si la direction n'est pas engagée ou si la direction ne donne pas son appui, donc ça ne pourra jamais fonctionner, par exemple, ne serait-ce que quand on veut nettoyer, quand on a des problèmes de sanitation le matin, pendant les pré-op, puis qu'on n'est pas capable de partir, puis si la direction ne vous donne pas l'appui de dire, bon, ben, on prend le temps de relaver correctement avant de repartir, ça ne fonctionnera jamais. Vous allez toujours avoir des problèmes avec ça. Donc, ça part de la direction, puis il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue avec ça pour le nettoyage et l'assainissement. Puis si tout le monde y participe, ça va très bien fonctionner par rapport à ça. 5 facteurs à respecter tout le temps, bien important. Dans le choix des produits de nettoyage, dans le fond, et d'assainissement, de comment on va choisir des produits, pourquoi un produit et pas un autre. Ça commence avec quelque chose de très, très basique comme la nature de la souillure en tant que telle. Donc, qu'est-ce qu'on veut nettoyer? Ça va être une des choses très importantes. Qu'est-ce qu'on veut nettoyer? Le rôle de l'eau aussi. Donc, dépendamment des usines, il y a des usines qui prennent de l'eau dans des puits. Il y a des usines qui prennent de l'eau de la ville. Puis, dépendamment des municipalités, l'eau n'est pas toujours la même non plus. Donc, ça peut influencer aussi le chimique en tant que tel. Quelles sont les surfaces à nettoyer? Donc, vous en avez une panoplie. Oui, le stainless, c'est majoritairement du stainless, mais vous avez beaucoup de surfaces qui peuvent être en plastique. Vous avez des choses en caoutchouc. Vous avez des joints qui ne sont pas le même matériau dépendamment des équipements. Évidemment, la méthode d'application, est-ce qu'on parle d'un lavage CIP, un lavage par circulation sur lui-même, comme un pasteurisateur, par exemple? Est-ce que je dois mousser? Est-ce que je vais laver à la main dans un réservoir, dans une chaudière? Et il y a évidemment les enjeux environnementaux que les usines peuvent avoir, dépendamment des municipalités. Des fois, les municipalités sont peut-être un petit peu plus tolérantes sur certaines substances dans les fluents que d'autres, dépendamment de questions. Il y en a qui sont très dépendamment aussi des procédés à la ville. Donc, moi, j'ai déjà travaillé dans des usines que la ville, en tant que telle, c'était toutes des vases communicants pour traiter l'eau. Donc, il y avait des enjeux différents qu'une usine qui est capable de prendre, comme la ville de Montréal, qui est capable de prendre une quantité astronomique d'eau qui rentre. Donc, les enjeux ne sont pas les mêmes d'une usine à l'autre. Donc, le choix des détergents va changer peut-être aussi en fonction de ça. Donc, la nature de la souillure. Donc, évidemment, on a 2 sortes principalement de souillures. Celles qui sont visibles, donc on est capable de voir à l'œil nu, et celles qui sont invisibles, qui c'est souvent plus la microbiologie en tant que telle. Donc, on fait allusion à ça. Donc, tout ce qui est visible, on a tout ce qui est les huiles et les graisses, tout ce qui est protéines, tout ce qui va être les sucres en tant que tels, ou les glucides si vous préférez. Et on a évidemment tout ce qui est sels minéraux. Donc, dans le laitier, on est très familier avec la pierre de lait. C'est souvent ça qui va être les minéraux qu'on fait allusion, mais il y a l'eau aussi qui peut apporter beaucoup de précipitations minérales, parce que l'eau est très chargée en minéraux aussi. Donc, pour être capable d'enlever ces souillures-là, ça prend le bon détergent pour en venir à bout. Les souillures qui sont invisibles, on a tout ce qui est micro-organismes. Qu'est-ce qu'on appelle les nuisibles, dans le fond, qui peuvent affecter, qui ne rendront pas les gens malades, mais qui vont affecter la durée de vie de vos produits, par exemple. Et on a évidemment tous les micro-organismes qui sont pathogènes. Donc, c'est beaucoup la lutte, souvent dans l'environnement, principalement Listeria salmonelle, qui est un gros challenge dans l'industrie. Donc, ça prend le bon assainisseur aussi pour ces choses-là. Donc, dans le laitier en tant que tel, la source des souillures, souvent, ça va être le lait parce que le lait est l'ingrédient principal, mais ce n'est pas le seul ingrédient non plus qui peut tacher ou apporter des souillures. Donc, il y a des protéines, il y a des glucides, il y a de la matière grasse. Évidemment, il y a beaucoup de minéraux dans le lait. Il y a beaucoup de calcium, par exemple. Les vitamines en tant que telles, ce n'est pas nécessairement un gros problème sur la sanitation, mais tout ça mis ensemble en tant que tel, ça fait une matrice alimentaire qui peut être difficile à nettoyer dépendamment des procédés. Donc, les souillures qui sont visibles, là, pour ce qui est des protéines, j'ai mis des choses qui est du fromage. On voit que c'est du fromage qui est collé dans des réservoirs. Évidemment, ce n'est pas juste de la protéine, il y a d'autres choses dans le fromage aussi, mais je trouvais ça plus visuel que de mettre des fois des surfaces qui sont bleutées. Des fois, c'est plus difficile à les prendre en photo que ça soit intéressant.
on a des graisses qui peuvent, là, dans ce cas-là, c'est de l'huile, mais ça peut être quelque chose de plus, comme par exemple du beurre ou d'autres substances graisseuses en tant que telles. On a des choses comme des sucres qui peuvent être relativement faciles à nettoyer avec un bon rinçage à l'eau chaude. Des fois, les sucres vont être très, très solubles dans l'eau. On va avoir tout ce qui est minéral en tant que tel. On parlait tantôt de pierre de lait. Il y a aussi l'eau qui peut apporter beaucoup soit de rouille ou de minerais qui peuvent se déposer sur les surfaces. Et une affaire qui est très importante aussi qu'on a mis dans la présentation, c'est les additifs en tant que tel dans les produits chimiques de nettoyage, que si on n'a pas les bons paramètres au lavage, ça peut faire des précipitations qui sont impossibles à enlever avec de la chimie conventionnelle. Donc, les deux photos que vous voyez à droite, ce sont des équipements qui sont parfaitement propres, entre guillemets, très bien lavés, mais qui ont été tachés parce que c'est des additifs de la chimie du nettoyage qui a précipité en raison de paramètres de lavage qui étaient complètement, l'usine avait échappé des paramètres de lavage. Donc, dans ce cas-ci, c'était la température. En lavant trop chaud, tout a précipité sur les parois et ça a pris de la chimie. Ça va partir, mais avec de la chimie très exotique dont on dispose. Mais il faut que l'usine commande ça, puis il faut qu'on fasse des lavages spéciaux qui sont très, très dangereux parce que la chimie est très forte. Donc, c'est des choses que je voulais apporter. Évidemment, le bleu, tout le monde qui est sur l'appel sait que des surfaces bleutées, des fois, on associe ça à de la protéine, ce qui est vrai, mais ça peut être aussi des détergents qui ont mal été rincés, qui peuvent faire des surfaces bleues. Mais dans ce cas-là, c'était vraiment des additifs de nettoyage qui ont précipité, qui ont cuit, si vous préférez, aussi sur les parois. Et ça fait toutes sortes de colorations indésirables. Ça ne se transfère pas dans les aliments, mais évidemment que ça ne passe pas l'inspection si vous faites une pré-op avec une flashlight. Évidemment que vous allez dire, vous allez déclasser l'équipement parce que ça ne passera pas l'inspection. Le rôle de l'eau dans un nettoyage, en fait, l'eau, c'est la composante la plus importante dans un nettoyage, ne serait-ce que pour se laver les mains. Essayez de vous laver les mains seulement avec du savon. Essayez de faire la vaisselle à la maison juste avec du savon, pas d'eau. Vous n'en viendrez pas à bout. Donc, ça prend de l'eau qui est le solvant universel, en fait, pour bien diluer la chimie de nettoyage, pour créer un volume, parce que si on lave avec une solution de lavage, par exemple, je vais dire 1 volume, ben, le 99 autres %, c'est de l'eau. Donc, ça fait un volume, ça prend un média aussi pour chauffer, pour apporter la chaleur puis la disperser un petit peu partout. Et évidemment, maintenir les souillures en suspension, ça nous prend un volume, ça nous prend un média pour transporter toute cette souillure-là puis être capable de la sortir du système. Et c'est l'eau qui va jouer ce rôle-là, évidemment. Donc, c'est extrêmement important. Et dépendamment de l'eau, comme on disait un petit peu plus tôt, dépendamment de l'eau que vous avez à l'usine, il peut y avoir certaines interactions avec les produits chimiques qui vont être un challenge aussi dans le lavage. Et souvent, pourquoi on fait un lavage acide après un lavage alcalin, c'est parce que souvent, on va précipiter les minéraux avec une solution alcaline avec le pH qui est très haut. Puis, en plus de la chaleur, on va précipiter des minéraux sur les surfaces, qui va faire que vous allez avoir besoin de faire un lavage acide par la suite. Il y a comme on voit dans les autres sections, il y a des façons de ne pas faire des lavages acides et de bien évacuer les minéraux. Ça, Jean va en parler dans les autres sections de nettoyage qui suivent. Donc, les surfaces à nettoyer, très important de savoir qu'est-ce que c'est. Donc, il y a des usines qui ont des équipements qui sont en cuivre. Donc, ça, c'est très particulier. Ça existe encore aujourd'hui, pas juste dans les brasseries. Il y a d'autres usines qui peuvent avoir des équipements en cuivre pour faire de la cuisson ou certains procédés particuliers. Évidemment, le stainless, c'est très, très répandu. On connaît ça. J'ai pris la peine de mettre des moules micro-perforés parce que c'est très commun en industrie fromagère, des moules micro-perforés. Donc, c'est du plastique, c'est pas du stainless, c'est pas du cuivre. J'ai mis des joints, évidemment, aussi, parce que les joints, dépendamment de la constitution des joints, si on a des joints à silicone, c'est pas la même tolérance, par exemple, au chlore que ça va l'être des joints en EPDM ou en téflon ou peu importe. Et j'ai mis des choses qui peuvent être plus fragiles à nettoyer, comme des évaporateurs de frigidaire avec tous les condenseurs qui sont en aluminium. Donc, évidemment, ce n'est pas le même produit chimique qu'il va falloir prendre que sur du stainless, par exemple. Donc, il y a de l'inox, pardon, l'aluminium, on peut avoir du cuivre, du laiton, de l'acier, et tout ce qui est surface non métallique, des plastiques, par exemple, qui peuvent se désagréger en fonction du produit qui va être mis dessus. C'est pour ça que c'est important de bien choisir les produits, de savoir que tel équipement, il y a telle chose, je ne pourrais pas prendre tel produit chimique, il va devoir prendre un autre.
Donc ça va influencer beaucoup aussi sur la chimie, la méthode, les paramètres de lavage aussi. Des fois, on peut prendre une chimie, mais il va falloir y aller moins chaud, par exemple, parce qu'on va soit déformer ou, les matériaux. Donc, il faut faire attention à ce qu'on lave et comment on lave. Les équipements ne sont vraiment pas tous égaux dans une usine. Ça, vous le savez déjà. La méthode d'application, les méthodes, je devrais dire, d'application, donc ça va influencer beaucoup sur la chimie qu'on va prendre. Donc, par exemple, un CIP, quand on fait un NEP, si vous préférez, évidemment, les températures, les concentrations, les durées, c'est beaucoup plus haut ou long. Exemple, si je fais un lavage à la mousse, à la main, ça ne sera vraiment pas la même température. Donc, par exemple, on ne pourrait pas laver manuellement dans un bassin à 80 degrés Celsius avec une concentration de 1, 2, 3 de causticité active. Ça n'aurait pas de bon sens de demander au personnel de faire ça. Ils vont se brûler. C'est très dangereux parce que c'est très fort. Donc, évidemment, il y a l'exposition des employés en usine, autant en durée qu'en concentration, en chaleur. Le contact avec la peau qu'on essaye de ne pas avoir jamais non plus parce que c'est des produits chimiques de nettoyage qui sont autres que ce qu'on utilise à la maison. Même à la maison, ce n'est pas souhaitable non plus. Et il y a tout ce qui est aussi contamination environnementale en tant que telle dans les zones adjacentes quand on fait des nettoyages. C'est des nettoyages qui sont faits, par exemple, à la pression. Donc, avec le déplacement de l'air, on peut vaporiser dans l'air, ça peut se transporter ailleurs puis contaminer d'autres choses. Donc, on a des méthodes de nettoyage, soit manuelles par trempage, on peut avoir des mousses, des gels pour nettoyer. Là, dans ce cas-ci, on voit que c'est de la mousse qui avait été mise, mais on dispose de technologies en gel aussi, dépendamment si on a besoin que ça travaille plus longtemps sur une surface et que ça adhère pour laisser le chimique travailler sur les souillures. On a du gel aussi. Et évidemment, vous êtes très familier avec les lavages par circulation. Donc, tout ce qui est les NEP ou CIP, si vous préférez, tout ce qui est pasteurisateur, les tunnels de lavage, les lignes, les réservoirs, les silos, etc. Donc, c'est lavé par des CIP. Donc, tout ça va faire en sorte que, bon, ben, je vais prendre telle chimie plutôt qu'un autre parce qu'on ne sera pas capable d'en venir à bout. Nettoyer un silo à lait à la main, c'est impossible. Ça prend exemple, un CIP pour nettoyer ça. Puis nettoyer des petites composantes, des fois, dans un CIP, ça ne marche pas non plus. Il faut les nettoyer à la main ou dans un COP qu'on va faire tremper avec l'agitation et du produit chimique. Donc, selon les méthodes d'application, il y a une chimie qui va. Donc, par exemple, dans un CIP, on ne mettrait pas un alcalin qui va faire de la mousse, par exemple, parce que ça n'aura pas de bon sens. On va prendre des alcalins qui sont non moussants pour ça. Et pour des lavages manuels, ben, c'est le fun de voir. La mousse est un outil visuel aussi de voir qu'il y a du détergent pour nettoyer. L'impact environnemental, c'est super important, comme on disait tantôt, dépendamment des enjeux. Selon les municipalités, les villes, etc., les enjeux parfois ne sont pas les mêmes, ou du moins les ententes avec la municipalité ne sont pas les mêmes. Des fois, ils ont des restrictions plus sévères. Par exemple, les phosphates, c'est très, très. On connaît les phosphates que c'est très polluant, dans le sens que c'est de l'engrais carrément. Donc, plus qu'on en met, plus que ça s'en va. Une fois que c'est sorti de l'usine, ils ne sont pas capables de tout enlever le phosphate. Ça s'en va à la rivière, dans les lacs, etc. On sait qu'est-ce que ça fait avec les algues. Donc, on essaie d'avoir le moins possible de phosphate dans les chimies de nettoyage. Il y en a parfois très, très, très peu ou pas du tout, dépendamment de ce qu'on a. Donc, quand on a des problèmes aussi de charge d'effluents, donc des volumes d'effluents qui sont restreints avec la municipalité parce qu'ils ne sont pas capables de prendre des volumes. Donc, il y a aussi des lavages monophases qui peuvent être faits pour beaucoup diminuer les volumes d'eau. Un gros gain de temps et d'économie, d'énergie aussi. Ça, vous allez le voir plus loin dans les autres sections de la formation. Jean va en parler. Vous allez vraiment voir à quel point que ça peut être beaucoup d'économie d'eau et de temps. Et évidemment, souvent, on a des formules qui sont très concentrées en produits. Donc, vous allez recevoir, exemple, un baril, mais en étant des formules qui sont beaucoup plus concentrées, qui ont peut-être déjà été dans le passé, pour faire, bon, ben, un baril, je suis capable de faire, s'il est 2 fois plus concentré, je vais faire 2 fois plus longtemps, puis je vais avoir besoin d'en commander 2 fois moins souvent. Donc, on sauve sur les carburants. Donc, moins de transport, moins de carburant, moins de pollution. Donc, tout ça devient plus environnemental aussi que plutôt que d'avoir, parce que j'ai déjà eu une question à un moment donné, des clients on parlait de santé et sécurité par rapport aux produits chimiques, parce que c'est des produits chimiques qui sont très forts que vous utilisez. Puis on me demandait, y aurait-il moyen de faire des choses qui sont moins fortes et moins dangereuses? Oui, sauf que vous allez recevoir ça à la citerne, mais vous allez en avoir à toutes les semaines, ça n'aura pas de bon sens. On va vous vendre de l'eau carrément. Donc, c'est pour ça que c'est concentré, c'est pour être capable que vous ayez un inventaire dans un format qui est réduit. Puis que ça dure à l'usine, que vous ne soyez pas obligé d'avoir des silos pour entreposer ça parce que ça n'aurait pas de bon sens.
Donc, le procédé de nettoyage en tant que tel, donc les souillures en tant que tel, donc dans une matrice alimentaire, quand on est en usine, c'est très rare. Ben, oui, il y a des aliments que c'est un ingrédient en tant que tel, mais la majorité du temps, c'est beaucoup d'ingrédients mélangés un avec l'autre. Donc, on peut parler de matière grasse, on parlait des sucres, de la protéine, des minéraux. Et évidemment, on a les micro-organismes qui peuvent apporter des difficultés au lavage. J'ai juste à penser à des biofilms, mettons, dans l'environnement. Donc, ça, c'est causé par des micro-organismes. Et là, on a mis un ordre. Ce n'est pas un ordre particulier. OK? C'était juste pour imaginer qu'on peut avoir, dans le fond, plusieurs sortes de souillures différentes empilées une par-dessus l'autre. J'ai juste à penser à un pasteurisateur, par exemple, qui va pasteuriser du lait, puis qu'on va y injecter de la crème, puis peut-être des ingrédients laitiers dedans. Ça va souiller un pasteurisateur beaucoup plus que si je passerais juste, par exemple, du lait dedans. Et ce qui va se produire parfois, c'est que vous pouvez avoir une couche de minéraux par-dessus la protéine, ce qui va faire que quand on va faire un caustique suivi d'un acide, on va se rendre compte que notre pasteurisateur ne se lave pas correctement. Pourquoi? Le caustique n'est pas désigné pour enlever les minéraux en tant que tel. Donc, le caustique va passer par-dessus les minéraux, puis la protéine va être en dessous parce qu'elle ne sera pas vraiment affectée, ou du moins très peu. Puis, on va avoir des enjeux de nettoyage. Donc, il y a des façons parfois, il faut virer les lavages à l'envers, des fois, pour être capable d'attaquer les couches de souillure de la bonne façon et de les évacuer du système. Donc, il n'y a pas juste c'est pas juste homogène non plus, des fois, dépendamment avec l'action mécanique, la chaleur, le froid, la vélocité d'un tuyau, etc. Les additifs alimentaires qu'on peut mettre aussi, des fois, ça peut coller. Donc, tout ça, ça va faire que la matrice que vous procédez va souiller vos parois. Ça peut coller plus ou moins, aussi dépendamment de c'est quoi le type de paroi qu'on a à nettoyer. Donc, c'est pas juste une souillure. Donc, il faut faire attention des fois aux résultats qu'on va avoir pour des fois adapter le lavage ou du moins l'adapter, le modifier pour en venir à bout. Donc, dans le processus de nettoyage, on a la méthode qu'on appelle le 4x4 que j'ai mis, mais en usine, le 4x4, ça ne suffit pas. Donc, ça prend plus 7 étapes que 4. Mais l'étape 4x4, en fait, c'est la pointe de tarte, c'est ce que vous voyez dans le fond à droite de l'image. C'est les 4 facteurs qui sont très, très importants et qui ne peuvent pas devenir juste 3 facteurs. On ne peut pas dire j'enlève une pointe de tarte pour en laisser 3. Comme par exemple de laver à l'eau froide, de dire je vais enlever la température. Normalement, on le sait tous que de laver avec un détergent qui est chaud, une solution de lavage qui est chaude, c'est beaucoup plus efficace normalement que de nettoyer à froid. Donc, on peut jouer avec les proportions des pointes de tarte, mais on ne peut pas les enlever. Donc, si j'enlève, mais je réduis une des pointes de tarte, je vais avoir une répartition différente des 3 autres pour compenser parce que ça en prend 4 facteurs. Donc, c'est pour ça que le 4x4 est complètement à gauche. Mais dans vos 7 étapes en usine, donc on a la première qui est la préparation du nettoyage qui est extrêmement importante comme étape. Donc, c'est d'enlever, dans le fond, on va le voir un petit peu plus loin. Donc, il faut préparer le nettoyage. On fait un pré-rinçage, dans le fond, qui va normalement éliminer énormément de souillure en partant. Et ensuite, on nettoie avec TACT, qui est l'acronyme, dans le fond, pour les paramètres, les 4 paramètres de lavage, qui est le temps, l'action mécanique, la concentration et la température. Donc, c'est pour ça qu'on a un petit acronyme pour s'en souvenir. Il faut nettoyer toujours avec TACT, qui est 4 facteurs. Ensuite, après le nettoyage, on a un rinçage et une inspection normalement préopérationnelle avant de partir, qui peuvent être visuels, ça peut être des swabs d'ATP. Puis c'est bien important quand on fait l'inspection avec une lampe de poche, parce que juste avec l'éclairage ambiant, d'habitude, des fois, ça peut avoir l'air propre, puis avec une lampe de poche, on peut voir bien des défauts qu'on n'aurait pas vu vite comme ça, avec l'éclairage ambiant. Ensuite, très important d'éliminer l'eau le plus possible, de saigner les lignes si c'est des lignes ou de vidanger si c'est des silos, des équipements peuvent des fois retenir de l'eau. Donc, de saigner les équipements comme il faut pour enlever l'eau et de remonter l'équipement. Le remontage de l'équipement, très critique aussi parce que les pièces sont propres. Et j'ai déjà vu des problèmes en sanitation parce que c'était rendu au remontage que les gens recontaminaient les pièces. Puis quand après ça, il y avait, dépendamment si les pièces doivent être remontées avant l'inspection, d'habitude, c'est mieux de les inspecter avant de remonter, mais parfois, c'est remonter avant puis d'inspecter après. Donc, ça devient critique de faire attention de ne pas recontaminer les équipements, les pièces, les composantes quand on va remonter les équipements. L'inspection préopérationnelle. Et ensuite, on fait l'assainissement à la fin de tout ça pour, si
on a fait certaines manipulations, donc on a peut-être induit certains micro-organismes. Donc, normalement, on fait l'assainissement qui est la toute dernière étape. Donc, ça fait un nettoyage, en fait, en 7 étapes en usine, qui est très important de bien respecter. L'ordre peut différer un petit peu dépendamment de vos opérations, là, comme il y en a que le remontage, ils le font après, parce que tout est inspecté, démonté. Après ça, ils remontent, ils assainissent. Donc, il peut y avoir des petites différences chez vous, dépendamment comment vous opérez. Cette étape, si on les voit, la préparation du nettoyage, dans le fond, c'est d'enlever la majorité des résidus alimentaires, de libérer l'environnement, soit si c'est un équipement, mais si on fait allusion à un plancher, par exemple, donc on ne voudrait pas qu'il y ait plein de palettes sur le plancher parce qu'on veut nettoyer le plancher. Donc, on va préparer la zone où l'équipement, en enlevant, ça va être par exemple un plancher, ça serait de passer un squeegee, puis d'enlever, exemple, s'il y a des résidus alimentaires, de les enlever, de les mettre soit les disposer à la poubelle ou dépendamment comment ça fonctionne chez vous. Donc, c'est de préparer l'équipement, l'environnement pour le nettoyage. Le pré-rinçage, qui est une étape super importante parce qu'on est capable d'enlever 90-95% parfois des résidus alimentaires avec cette étape-là. Donc, si elle est mal faite, par exemple, dans un lavage CIP, qu'est-ce qui va se produire? C'est que quand on va passer à l'étape de nettoyage, ben, en CIP, par exemple, si c'est mal rincé et il reste plein de résidus alimentaires, les résidus se retrouvent où? Dans votre solution de lavage. Là, vous allez avoir une solution de lavage qui est souillée, qui devient beaucoup moins efficace. Donc, c'est pour ça que cette étape-là est super bien importante. Et si vous faites un rinçage, par exemple, de plancher, c'est très important de faire attention aux éclaboussures pour la contamination croisée. J'essaie toujours de penser pathogène. Donc, le plancher, très attention au rinçage, surtout les rinçages avec la haute pression. Quand on est capable de passer le squeegee puis d'enlever la majorité avant de rincer, c'est toujours préférable si on peut. Donc, ensuite, on a l'étape de lavage, l'application du produit chimique de nettoyage sur les équipements ou l'environnement qui vient juste d'être rincé. Donc, on va appliquer notre produit chimique en tant que tel, les équipements, que ce soit les murs, des planchers, peu importe. Un temps de contact, on essaie, dans le fond, de faire travailler le produit chimique un peu à notre place parce que si on applique le produit chimique puis on se met à frotter tout de suite, mettons pour un lavage manuel, et le produit chimique n'a pas eu le temps d'attaquer la souillure, de la ramollir un peu, vous allez travailler très fort. Donc, on parle d'un temps de contact de 5-10 minutes pour de la mousse. Puis ça, c'est pas. Il faut faire attention si vous avez un équipement qui est en dessous d'une place qui a beaucoup de ventilation, par exemple, ça se peut que ça soit moins de 5-10 minutes parce qu'il y a beaucoup de circulation d'air, ça peut sécher plus vite. Il faut faire attention que ça ne sèche pas parce que les produits chimiques qui ont séché sur une paroi, ça peut ternir énormément le stainless, ça va faire, puis vous pouvez avoir un problème de contamination croisée aussi avec ça. En gel, c'est plus tolérant à cause de la chimie du détergent en tant que tel, mais ce qui est important de garder à l'esprit, c'est de faire des évaluations des fois quand on a une procédure, puis de dire, bon, mais jusqu'à combien à peu près je peux aller. Et puis ça dépend de l'humidité relative que vous avez dans votre usine aussi ou dans un département. Dans un département qui est très, très humide, probablement que ça séchera même pas, peut-être après plusieurs minutes. Donc, c'est important que ça ne sèche pas. Ensuite, ça prend de l'action mécanique. Donc, il faut brosser ou avec un pad, dépendamment avec quoi qu'on veut frotter si on lave à la main, pour enlever toutes les souillures alimentaires qu'on a, peu importe que ce soit du gras, de la protéine, des glucides, peu importe qu'est-ce que c'est. Donc, ça prend de l'action mécanique pour les enlever. Et ensuite de ça, on va passer au rinçage. Donc, c'est très important, le rinçage, d'enlever. Ça enlève le produit chimique, mais non seulement ça enlève le produit chimique, mais les souillures qu'on était capable de déloger pendant notre lavage. Bien important de les évacuer. Et le pH doit être neutre. Neutre, on va faire attention dans le sens que on le sait tous qu'un pH neutre, c'est 7, sauf que de l'eau de la ville, ça peut être 8, 8,5 facilement. Donc, c'est de retrouver le pH de la source d'eau que vous avez à l'usine. Donc, si c'est 8,5 le pH, vous ne poignerez jamais 7, c'est 8,5. Donc, c'est juste de l'évaluer. Là, je m'excuse, je ne pensais pas d'avoir un problème de chat. Ensuite, on a le remontage de l'équipement. Donc, on en a parlé tantôt, c'est juste de faire attention pour ne pas contaminer les pièces qu'on va remonter, ou du moins l'équipement. On peut avoir un lavage acide. Ça, ce n'est pas toujours le cas. Ça dépend des procédés, ça dépend des équipements, ça dépend de la chimie que vous allez prendre à l'usine aussi. Il y a moyen de faire, comme vous allez voir tantôt, des lavages qui n'ont pas de lavage acide, mais que vous allez enlever les minéraux quand même. Donc, si dans vos procédures, c'est un alcalin suivi d'un acide, donc on va avoir un lavage acide pour s'attaquer aux minéraux qui vont avoir précipité sur les parois pendant le lavage alcalin.
parce que le haut pH du lavage alcalin va faire précipiter les minéraux, la chaleur aussi. Donc, on fait un lavage acide pour évacuer les minéraux en tant que tel. Ensuite de ça, on va avoir un autre rinçage pour bien éliminer les traces de détergents qui sont détergents acides. Encore là, on parle de retrouver le pH de la source d'eau que vous avez. Et il va y avoir un remontage d'équipement aussi à cette place-là. Donc, toujours important de faire attention quand on remonte l'équipement pour ne pas le contaminer, pas le salir. Donc, ça peut être des tapis, ça peut être un paquet de choses pour éviter de ne pas mettre les pièces par terre qui pourraient être dangereux. Inspection après lavage. On met souvent négligé parce qu'on voit dans à peu près toutes les usines. Donc, des fois, on voit toutes sortes de choses. Des fois, c'est très bien fait. Puis des fois, c'est pas que c'est pas fait, mais on parlait tantôt que la direction doit vous appuyer là-dedans. Si la direction, à minute qu'il y a un équipement qui est mal nettoyé, il ne vous laisse pas le temps, il ne laisse pas le temps à l'équipe sur le plancher de refaire un lavage puis de se reprendre au moins pour rendre des surfaces acceptables puis que ça passe l'inspection. Puis que produit, vous partez la production quand même. Donc, ça peut être une source de négligence sur l'inspection en tant que telle parce que vous n'avez juste pas les ressources pour être capable de rendre vos surfaces propres avant de partir. On dit que c'est immédiat, idéalement, sur un équipement qui est sec, parce que quand le stainless ou une surface est mouillée, d'habitude, ça a toujours l'air plus propre que quand ça a séché. Puis quand ça sèche, des fois, on découvre qu'il y a des cernes, il y a des choses qu'on ne voyait pas, comme par exemple du bleuté. Sur un stainless, quand il est mouillé, on ne le voit pas. Il faut que ça sèche pour le voir. Ça, c'est l'idéal dans le meilleur des mondes. On comprend des fois que ce n'est pas toujours possible. Très important aussi d'avoir des lampes de poche, d'avoir des yeux. Des écouvillons ATP, si c'est une pratique chez vous. Parfois, les gens font de la micro aussi, que ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir déclasser le nettoyage sur le champ parce que ça prend quand même plusieurs heures à faire. D'habitude, ça peut être un minimum 24 heures pour, mettons, des coliformes, puis 48 heures pour un play count. L'inspection post-lavage, c'est super important. Puis si vous êtes capable de le faire avec l'équipe de sanitation encore en place, c'est tout souvent l'idéal parce que quand il y a des reprises à faire, ben, les gens sont là. Quand il n'y a plus personne à l'usine, puis on fait la pré-op, puis il y a l'équipe de production qui rentre après, dépendamment comment c'est à marcher, ben, des fois, ça fait des frictions, des tensions avec le personnel parce qu'eux autres arrivent et disent bon, ben là, il faut que je reprenne le lavage du monde qui l'ont mal fait, puis des fois, ça fait de la chicane. C'est toutes des affaires qu'on a toutes déjà vues. La dernière étape qui est super importante, c'est un assainissement de vos surfaces. Donc, on essaye avant d'assainir aussi d'éliminer l'eau résiduelle et la condensation le plus possible pour ne pas diluer notre assainisseur plus, parce qu'il est déjà en dilution, mais si on est dans plein d'eau, on va se ramasser avec une concentration d'assainisseur qui est inadéquate. Donc, c'est important d'enlever ça. Bien important si on veut assainir, de se laver les mains aussi, parce qu'on parlait de contaminer les équipements tantôt. De se laver les mains avant d'assainir les pièces pendant le remontage, parce que des fois, ça peut être un bac qu'on va tremper les équipements dedans, ça peut être avec un boyau, ça peut être un paquet de façons, mais il faut manipuler les pièces. Donc, c'est important de se laver les mains avant pour ne pas induire une contamination croisée qui vienne de nous, dans le fond. On ne veut pas ça, donc on veut la réduire. Puis un assainissement, ce n'est pas une désinfection. Une désinfection, c'est très, très fort. Et c'est encore moins une stérilisation, comme vous le savez déjà. Ce n'est pas moi qui vais vous montrer ça. On n'enlève pas tous les micro-organismes, on abaisse le niveau à un niveau acceptable normalement pour produire sainement des aliments. Ça fait le tour de la section que moi j'avais. Est-ce qu'il y a eu des questions dans le chat? Je ne sais pas, je ne le voyais pas. Bien, je crois que Kafka a répondu à la plupart des questions. Puis je pense que c'est bien répondu. Noémie, est-ce que tu as des interrogations qui n'ont pas été répondues? Moi, je peux confirmer que j'ai eu beaucoup de questions et je n'étais pas écouté par tout, Frédéric. Oui, parce que tu avais l'air à faire les recherches à mesure. C'était très bien pour les réponses, merci. Parfait. Je peux peut-être prendre une question main levée. Moi, j'en ai, mais je vais les garder pour plus tard parce que par souci de temps, je vais être certaine qu'on puisse passer le contenu. Je ne vois pas de main levée. Je vais vous donner la chance d'intervenir ou d'écrire d'autres questions, mais pour l'instant, je n'en vois pas. Donc, je vais te laisser aller, Jean. Je vais garder mes questions s'il nous reste du temps, là, parce que le temps file. Donc, vas-y, Jean, je te laisse la parole.
que vous voyez mon écran? Oui, je le vois. OK. Peut-être parler peut-être un petit bit plus fort. On voit l'écran. Vas-y Est-ce que vous donc. m'entendez bien, là? Ah, oui, c'est bon. Moment? Parfait. Oui. Parfait. Parfait. OK. Bon, moi, dans le fond, je vais vous parler plus de principes de nettoyage là, spécifiques, là, dans le fond, par rapport au lavage monophase et override. Ça ne change pas. On va prendre par exemple, dans le fond, un lavage d'un HTST. C'est un pasteurisateur, que ce soit laitier ou autre. Les problèmes qu'on voit régulièrement dans un lavage de HTST, on va voir souvent qu'il va manquer de débit par rapport au débit de production. La règle générale, on doit avoir 1,5 plus rapide, 1,7 fois plus rapide que le débit de production dans les HTST. Ensuite de ça, on va avoir des incorporations d'air qui vont nous créer des problématiques qui peuvent venir de la protéine, qui vont faire de la mousse, exemple, ou des pompes qui cavitent, ou toutes sortes de choses comme ça. Ensuite, on va avoir des mauvais débits par rapport à la grosseur des retenues, des tubes de tuyauterie selon la grosseur. Et on va aussi avoir des problèmes de chauffage qu'on va avoir dans les HTST lorsque les régénérations ne sont pas contournées, pour pas dire bypassées, dans le fond, qui doivent être contournées pour complètement enlever tout ce qui est le froid à l'intérieur d'un système HTST pour être capable de bien réchauffer toute la solution, qu'elle soit autant dans le réservoir d'équilibre que dans toutes les passes de section de chauffage et de régénération d'un HTST. Fait qu'on on doit éliminer tout ce froid-là. Ici, on voit une petite vidéo que actuellement, on est à 0,2 à l'horizontale, on est à 0,2. Ensuite, à 0,4 à l'horizontale, 0,9 en descendant. Et la troisième vidéo, je change de fil. Dans le fond, en descendant, actuellement, on voit très bien que la vélocité est très bonne. À 1,5 mètres par seconde, c'est 5 pieds secondes comme on recommande là, dans la tuyauterie, généralement, des tuyauteries de 2 pouces. Dans les lavages traditionnels, on va toujours commencer, comme vous voyez dans la barre ici en haut, on va toujours commencer, que ce soit les lavages traditionnels ou les autres lavages que je vais vous présenter par la suite. On commence toujours avec un pré-lavage caustique pour enlever la majorité de la souillure, qui est comme libre ou qui est plus facile à enlever avec une certaine quantité de caustique. Ça, souvent, on va appeler ça un flush caustique au départ. Ensuite, on va avoir les rinçages et lavage caustique, comme vous connaissez, un autre rinçage, lavage acide et rinçage final. Le rinçage acidifié, c'est lorsqu'on arrête un système comme un HTST, on va mettre une certaine quantité d'acide à l'intérieur, partout dans le système, pour baisser en bas de 4 de pH pour qu'il n'y ait aucune prolifération de bactéries lors de l'arrêt. Exemple, quand vous arrêtez votre système la fin de semaine, ben, vous faites un rinçage acidifié à l'intérieur, fait que vous gardez un pH acidifié à l'intérieur du HTST. Fait que les avantages, la neutralisation va se faire plus facilement parce que dans le fond, on utilise du caustique et de l'acide et aux affluents, ils vont se neutraliser par eux-mêmes. Ensuite, dans le fond, on a des solutions de lavage plus propres parce que c'est distinct. On a une solution de lavage caustique, une solution de lavage acide. On a de base, quand on pasteurise du lait, on a des nettoyages de cette manière-là très efficaces quand même. On a des bons
résultats. Puis le coût de la chimie, c'est typiquement bas là, par rapport à d'autres utilisations. Les désavantages, on va utiliser plus d'eau parce qu'on a 3 rinçages dans tout ce processus-là, en cette étape. Ensuite, on a une durée de lavage qui va être plus longue parce qu'il faut tout faire les 7 étapes. Puis à cause que tout est plus long, ben, dans le fond, toute l'augmentation des coûts de l'eau, de l'électricité thermique et des volumes d'affluents vont être différents. Le deuxième type de lavage, ça va être un type de lavage override, dans le fond, qu'on nomme dans notre jargon. Dans le fond, c'est d'ajouter, le principe de base, c'est d'ajouter du caustique directement dans l'acide, qui va créer une réaction exothermique, qui va accélérer le chauffage de la solution très, très rapidement, puis qui va développer des sels, des sels à l'intérieur pour vraiment aller attaquer la souilleuse puis conditionner l'eau pour pas qu'il y ait que l'eau soit, dans le fond, traitée pour pas que les minéraux de l'eau non plus se déposent sur l'équipement. Dans ce cas-là, dans le cas des 6 étapes, comme on a toujours notre flush caustique, là, notre prélavage caustique au départ. Ensuite, on va faire un rince. Là, on va commencer par un lavage acide dans ce cas-là. Et ensuite, on va ajouter la quantité de caustique directement dans la même solution. Donc, on se réduit encore un peu de temps par rapport au lavage traditionnel dans cette section-là, dans ce type de lavage-là. Et ensuite, on finit avec un rince final et le rinçage acidifié, comme je vous ai expliqué dans le traditionnel. Ensuite, dans les avantages, dans le fond, on a une réduction du coût de l'eau parce qu'on utilise moins d'eau pour effectuer nos lavages. On a une réduction des volumes des affluents parce qu'on utilise moins d'eau. On crée naturellement des sels pour mouiller les surfaces. On utilise moins d'énergie par rapport à ça parce qu'on a une réaction exothermique dans ce processus-là. On n'a pas de post-rinçage entre le caustique et l'acide, donc on a moins aussi d'eau dans ce cas-là. On a des très bons résultats sur des souillures très, très spécifiques dans les pasteurisateurs. Le coût d'énergie thermique est typiquement plus bas. On va se retrouver avec des coûts d'énergie plus bas parce qu'on n'aura pas besoin de réchauffer 2 solutions de lavage acide et de lavage caustique. Puis on va prendre moins de temps parce qu'on va enlever un rinçage. Dans les désavantages, le coût de la chimie va être plus élevé parce que pour être capable de bien doser, il faut être capable de bien doser, exemple, le caustique versus l'acide. On va être obligé d'ajouter plus de produits chimiques parce qu'il y a une neutralisation naturelle qui se fait. Ensuite, la souillure, elle va être, dans le fond, dans la solution de lavage, la souillure va être plus élevée parce qu'on n'a pas rincé entre les deux solutions de lavage. On a un potentiel élevé, dans le fond, de rejet. Le pH va être beaucoup plus alcalin quand on l'envoyer vers les affluents. Puis la réduction 2 peut un peu débalancer tout ça là, par rapport à tout ça. Et ça prend une programmation un peu différente lorsqu'on programme le pasteurisateur en lavage. Dans le dernier type de lavage, ça va être un lavage monophase. Le lavage monophase, lui, sa particularité, ça va être que c'est un additif qui va être ajouté dans le lavage caustique pour aller solubiliser les minéraux dans une phase. Fait que dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'on enlève le lavage acide,
et c'est dans la même... On va aller chercher toutes les souillures que Frédéric nous parlait tantôt, tous les souillures qu'on a dans différents procédés, on va aller les chercher toutes dans la même phase de lavage. Quand on va avoir des exemples dans des évaporateurs, on va avoir des souillures en multicouches. Fait qu'on va se retrouver avec on va avoir beaucoup plus de misère à aller pénétrer la souillure si, exemple, la première couche est très, très acide dans le lavage. Fait que si elle est très, très acide, puis on n'est pas capable de pénétrer la souillure dans notre lavage caustique, c'est pour ça que c'est intéressant d'être capable d'aller solubiliser les minéraux directement dans la même phase. Dans les avantages, si je reviens dans le fond aux séquences de lavage, on a toujours le pré-lavage caustique, un rinçage. On fait un lavage caustique seulement avec l'additif qu'on va venir ajouter à l'intérieur pour solubiliser les minéraux, un rinçage, et on va finir avec le rinçage acidifié, comme je vous ai expliqué tantôt. Dans les avantages, on va avoir un temps beaucoup plus court parce que là, on a seulement une séquence de lavage. Ensuite, on a des économies au point de vue de l'eau, de l'électricité et du thermique à cause que, justement, on est beaucoup plus court. On a des très bons résultats avec des lavages comme ça pour aller chercher des souillures très, très spécifiques. Et dans les désavantages, on va avoir un coût plus élevé en chimie parce que l'additif, il va avoir un additif ajouté au caustique dans ce cas-là. Et ensuite, potentiel élevé de déchargement de solution à haut pH. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'aux affluents, vous n'enverrez pas de l'acide pour neutraliser vos eaux usées naturellement. Fait que dans le fond, vous allez être obligé d'utiliser, exemple, de l'acide sulfurique pour neutraliser ces solutions-là. Manque d'acide, la neutralisation. Puis la réduction d'eau peut faire en sorte que l'usine de traitement des eaux peut être débalancée lorsque c'est le cas. Donc, si on résume, on a le lavage traditionnel qui se fait en 7 étapes, qui va être celui le plus long de toutes nos étapes. Ensuite, on va avoir un lavage override qui va se faire en 6 étapes et un lavage monophase qui va se faire en 5 étapes. Donc, le lavage monophase est le plus rapide, comme vous pouvez voir là, à l'écran. C'est lui qui va être le plus rapide dans le cas spécifique d'économiser du temps, de l'eau, de l'énergie et de tout ce qui est énergie là, par rapport à tout ce qui est lavage d'un HTST dans ce cas-là. Donc, on est rendu à la période de questions. Parfait. Merci beaucoup, Jean. Je reviens sur la dernière question du chat de Thomas. Le monophase peut aussi être utilisé parce que la question, c'était la suivante. Tu n'as peut-être pas vu, Jean. Je comprends que le lavage de type override ne permet pas de réutiliser les solutions de CIP, mais est-ce que le lavage monophase le permet? Puis, effectivement, le monophase peut être utilisé, mais l'override, pas du tout. Dans le fond, si on serait... Non, l'override, c'est non. Ouais. C'est sûr que la réponse, c'est non. Dans le cas des monophases, oui, ça peut être réutilisé. Dans le cas d'un HTST, c'est très rare qu'on va réutiliser des solutions, là, à moins d'avoir des systèmes pour être capable de récupérer puis d'utiliser peut-être un CIP sur des équipements crus ou quelque chose comme ça. Mais c'est très rare que dans l'industrie laitière, on va récupérer des solutions de HTST pour laver d'autres choses.
Mais si on l'utilise en CIP pour des choses très, très spécifiques, on serait capable de l'utiliser, de réutiliser les solutions de lavage en CIP. On a une question de Stéphanie. Stéphanie, tu peux y aller. Pour le lavage monophase, là, c'est-tu plus utilisé du côté cru dans les fromageries présentement? Non, dans le fond, ça pourrait être utilisé dans des COP aussi. Aussi en monophase avec un maintien de DTA. Qui pourrait être, ça pourrait être un lavage spécifique monophase. OK. Merci. Louise, dans le chat, dans une vision globale de l'impact environnemental, énergie, eau chimique, quelle méthode serait la meilleure? La monophase? Pouvez-vous répéter la question? Je n'ai pas Du tout à point fait de vue saisi. environnemental, par rapport aux 3 méthodes, il y a des Oui. avantages, mais c'est vraiment laquelle qui est la meilleure, là, au point de vue énergie, eau chimique? C'est sûr que c'est sûr que le monophase est beaucoup moins énergivore, puis côté temps, le temps, juste de réduire le temps est très, très bénéfique. Là, si, exemple, on manque de temps, pour laver le système puis être capable de repartir en production là, beaucoup plus rapidement. C'est sûr que lui, il va être. Puis lui, son seul inconvénient, c'est que le coût de la chimie va être plus élevé à cause qu'on ajoute un additif spécifique dans le lavage caustique. Fait que c'est comme si on mettait 2 produits chimiques dans dans la même phase pour sauver énormément de temps. Puis c'est sûr que côté tout l'eau qu'on n'utilisera pas puis qu'on ne chauffera pas, ben, c'est une quantité d'énergie économisée. Stéphanie, c'est une vieille main ou tu as une deuxième question? C'est une vieille main, je vais l'enlever. OK, c'est bon. Puis ça, c'est vraiment pour les HTST. Là. Ces principes-là, on ne peut pas les appliquer dans des moules ou n'importe quelle autre surface. Ah oui. Dans OK. le fond, l'override, la plupart du temps, va être utilisé dans HTST, mais les monophases, ça peut être utilisé, comme je disais tantôt à Stéphanie, dans un COP qu'on lave des moules. Exemple, dans l'industrie des fromages fins, qui a beaucoup de moules qui vont être lavés dans des bassins de trempage. Ben, on peut ajouter des produits comme ça pour vraiment aller dissoudre la pierre de lait dans une phase. Et aussi, c'est que ce qui va être très bien dans ce cas-là, c'est qu'on va être capable dans un bassin, exemple de COP, c'est qu'on va être capable de aussi la propriété de ce type d'additif-là, va être capable de dissoudre puis de garder en homogène la souillure, exemple, dissoudre du fromage, le garder en solution pour que quand vous allez sortir votre panier avec les moules, ben, ça ne se recollera pas tout dessus. Fait que ça va garder vraiment tout ça, toute la souillure en solution, homogène à l'intérieur de la souillure, et non se redéposer sur l'équipement. Fait que ça, c'est un autre avantage dans un COP, par exemple. OK. Amélie, je vois dans du monophase en tunnel de lavage. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de pouvoir être capable de ne pas avoir justement on a souvent la problématique dans les tunnels de lavage qui va avoir de l'emportement parce que les tunnels vont être courts. Puis dans le fond, au lieu de avoir des tunnels très, très longs, puis d'avoir une section de caustique puis une section d'acide, bien là, on pourrait avoir juste une section, puis avoir une section d'égouttage avant de faire le rinçage. Donc, l'emportement pourrait être beaucoup très réduit à cause d'une seule phase de lavage. Si on continue dans le sujet des moules, les fabricants de moules vont souvent recommander des lavages acides uniquement. Puis vous recommandez votre section monophase en caustique. Je suis un peu mêlée dans ça, là, dans le sens que j'ai jamais compris pourquoi que les fabricants de moules poussaient tant les lavages acides. Puis
pas autant. Le caustique, ça a quand même son importance pour bien laver. Là. Je ne sais pas c'est quoi votre opinion là-dessus. Mon opinion là-dessus, Par c'est que rapport au lavage acide, oui. la problématique est souvent la composition du moule, puis ce qu'elle va être capable de tolérer, souvent avec la chaleur aussi. Souvent, les caustiques, pour avoir une bonne efficacité, on va être obligé de monter haut en température. Puis en plus, c'est que souvent, dans un moule micro-perforé, par exemple, on va se retrouver avec beaucoup de pierres de lait dans les petits trous. C'est sûr que les lavages caustiques uniquement, on ne sera pas capable d'aller chercher ces souillures-là si on fait des lavages caustiques comme ça. C'est pour ça qu'il y a des produits qui existent aussi qui vont être autant capables d'aller chercher le fromage, exemple, dans un tunnel de lavage ou dans un tunnel de lavage et dans un COP pour être capable de aller bien dissoudre toutes les souillures, parce que dans le fond, c'est toujours le même problème. C'est qu'on a des amalgames de souillures, mais c'est pas juste du caustique ou juste de l'acide. Puis il y a aussi l'effet de collage aussi, là, qu'on va retrouver aussi souvent que si quand on est trop alcalin, on va avoir plus tendance à le moule ou n'importe quel équipement va avoir plus tendance à adhérer, puis autant dans la coagulation que dans la partie moule en tant que tel. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, oui, ça répond. C'est juste que c'est ça, des fois, il y a des. Il y a beaucoup de choses par rapport à ça parce que, dans le fond, il y a beaucoup de spécifications qui viennent des fabricants aussi. C'est que chaque fabricant a des spécificités là, par rapport à ça. Là. Moi, j'avais une couple de. Je vais aller jusqu'à 3 ans. J'ai une couple de questions sur les détections de. Est-ce qu'il y a est-ce que vous avez des systèmes pour détecter l'efficacité d'un lavage dans des moules micro-perforés? Est-ce que vous avez des méthodes pour détecter l'efficacité des lavages? Parce que c'est pas toujours facile à nettoyer correctement. Ouf! À première vue comme ça, j'ai pas nécessairement de réponse. Kafka, as-tu une réponse par rapport à ça? J'ai pas vraiment de réponse à ça. Ben, à part peut-être d'y aller avec un genre d'anticongel qui nous permettrait de voir s'il y a présence de bactéries ou pas, là, qui est un genre de gel coloré, que s'il y a des présences de bactéries, le gel bleu va devenir une mousse. Fait que ça vient dans le fond de présenter qu'une présence au niveau bactéries au niveau de surface. C'est sûr que les swabs ATP, ces choses-là, mais ça va plus être de la matière organique, mais vraiment l'indicongel, c'est quelque chose qu'on peut appliquer. C'est visuel, c'est instantané. Fait que là, ça vient vraiment te permettre de voir s'il reste des niveaux bactéries au niveau des micro-perforés. OK, mais c'est intéressant. Puis, je pense que tu as répondu à ma deuxième question. C'était, avez-vous des méthodes pour détecter les biofilms? J'imagine que ce produit-là permet aussi de détecter des biofilms. C'est ce produit-là, mais je peux envoyer l'information sur le chat, là, mais c'est quelque chose là, qui est disponible. Ça devient intéressant aussi souvent. Nous, on le propose chez nos clients avec les swabs ATP. On fait les swabs, le résultat est plus haut que ce qu'on veut. Bien, souvent, on dit aux gens, passer l'indicongel, ça permet de se donner, savoir, bon, est-ce que c'est uniquement de la protéine ou c'est des bactéries. Fait que si ça ne mousse pas, bien, on peut prendre des prises de décision aussi différentes, de dire, bon, on relave tout ou on ne lave pas ou on part la production, même si notre swab ATP a sauté. Ça nous donne de quoi d'intéressant d'avoir une autre option. Puis l'autre option qui est intéressante aussi avec l'indicongel, c'est que ça permet aussi de la formation au niveau des usines. Fait que les employés, c'est visuel, fait qu'ils voient tout de suite aussi. Fait que ça peut être un aspect formatif également. Oui, très intéressant. Puis, en contrepartie, avez-vous des choses qui permettent de détecter des résidus chimiques, comme par exemple dans des choses qui sont difficiles à laver, là, comme des brosses qu'on utilise dans des machines de soins pour faire l'affinage, des choses comme ça, c'est important de bien les laver, mais c'est aussi bien important de ne plus avoir de résiduels de chimiques dedans après. Rapidement, je dirais que ce serait peut-être la phénol qui serait une des solutions les plus simples. La phénol à pH de 8,3 va virer rose. Fait que ça devient de quoi d'intéressant rapidement de voir
s'il reste un résiduel d'alcalinité au niveau des solutions. Jean-Fred, je ne sais pas si vous voyez d'autres. Moi, je verrais peut-être de faire tremper peut-être dans de l'eau distillée puis de reprendre le pH après si jamais vous avez votre équipement largue. Là, ce que je comprends, c'est quelque chose qui va être absorbant, là, c'est ça que je comprends. Donc, si on a un pH d'eau distillée, je ne sais pas, vite comme ça, je ne me souviens même pas que ça peut être quoi le pH d'eau distillée, mais si on fait tremper dedans, puis notre pH change parce qu'on a largué du produit chimique dans l'eau distillée, vite comme ça, là, j'essaie de réfléchir Ouais, vite. Là. ça serait un signe qu'il en restait, donc améliorer notre rinçage. Ouais, c'est ça, c'est un bon truc. On a une petite question sur le chat. C'est Ecolab qui vend le gel. C'est un produit que vous avez? Oui, l'indice-congèle, oui. Oui. Ah, bah oui, justement. La réponse est venue. Trop rapide. Bon, ben c'est bon. Je vois pas d'autres questions. Pas de main levée non plus. Donc, allons-y pour la troisième partie. Parfait. Vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Donc, la troisième partie, je vais vous parler des principes des assainisseurs. L'assainissement protège la qualité et la sécurité des produits. Dans le fond, d'assainir, ça rend un niveau beaucoup plus sécuritaire par rapport, ça enlève une charge bactérienne de 99,9 par rapport au départ avant d'assainir. Deux types selon la concentration d'utilisation. Dans le fond, on va avoir des assainisseurs de surface alimentaire qui sont en passant tous certifiés EPA chez Ecolab. Tous nos assainisseurs que vous allez retrouver chez Ecolab sont certifiés EPA. Et on va avoir aussi les assainisseurs de surface qui sont non alimentaires, dans le fond, qu'on va utiliser la plupart du temps vont être les mêmes, mais on va avoir des concentrations beaucoup plus élevées qu'on va devoir rincer à certaines occasions parce qu'on va être au-delà des concentrations réglementaires. Pourquoi qu'on doit assainir? On doit assainir parce qu'on veut avoir un produit qui est plus sécuritaire. On va avoir une qualité de produit et une durée de vie qui va durer beaucoup plus longtemps. Puis, on doit être conforme aux règles gouvernementales là, par rapport à ça. L'étiquette, c'est la loi. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que ce qui est recommandé sur notre étiquette, dans le fond, on est réglementé par ça. On ne doit pas utiliser un produit assainisseur au-delà des concentrations qui sont recommandées. Donc, pour pas se retrouver avec des problématiques par rapport à ça. Les solutions d'assainisseurs ne doivent pas être réutilisées. On doit les utiliser seulement une fois et ensuite en disposer au drain. On doit toujours utiliser de l'eau potable pour pour faire notre solution. Comme Frédéric disait tantôt, dans le fond, l'eau est très importante, est aussi importante quand on fabrique un assainisseur. Parce qu'en plus, on a des très petites quantités de produits chimiques à l'intérieur qui vont venir faire notre solution. Si vous utilisez de l'eau de vache, là, comme dans le jargon du car water, mais ce car water-là doit avoir été traité pour devenir pratiquement potable. Pour les concentrations qu'on utilise dans les produits d'assainissement, on doit avoir lorsqu'on a une basse concentration, quand on est en bas de la concentration réglementaire, qui va être entre entre 2000 et 3500 ppm. Si vous êtes en bas de 2000 ppm,
Donc, vous allez avoir une efficacité très, très menacée par rapport à ça. Vous allez avoir une efficacité très, très basse qui ne sera pas adéquate là, pour faire le travail. Puis, si vous êtes au-delà de la concentration maximum, là, premièrement, on contrevient à la réglementation et en plus, on peut avoir des contaminations chimiques. Je vais vous donner un exemple. Moi, je dis souvent, c'est que une solution d'assainisseur, ce n'est pas un ingrédient de votre liste. Donc, dans le fond d'un réservoir, exemple d'un silo à lait, si en fin de lavage, en fin d'assainissement, mais vous avez un pied dans le fond du silo, puis que vous rajoutez du lait par-dessus, ça ne fonctionne pas. Les équipements doivent être bien drainés, assainis. Un assainisseur sans rinçage, ça veut dire qu'il faut que tout soit drainé, puis que les surfaces, il y ait le moins possible d'eau à l'intérieur. Dans les assainisseurs sans rinçage de surface, on retrouve environ trois grandes familles. On va avoir les familles qu'on voit le plus souvent, dans le fond, ça va être le chlore. On va avoir les quaternaires et les péracétiques. Puis on parle un peu du chlore. Le chlore, dans le fond, il va avoir des avantages, il va avoir un large spectre d'activité. L'efficacité, une bonne efficacité à basse température, relativement peu coûteux, pas d'activité résiduelle dans ce cas-là. Le petit tableau que j'ai à côté, dans le fond, ça explique un peu que plus on va monter en pH, moins l'efficacité du chlore va être là. Plus le chlore va être exemple, si on prend un produit alcalin chloré, le chlore qui va être à l'intérieur, vu qu'on est à pH élevé, dans les alentours de 11, 12, 13 de pH, plus on va monter, plus ça va être pour aller chercher la fonction de détergent, pour aller chercher vraiment les protéines sur les équipements. Et moins on va avoir l'effet de désinfection par rapport au pH de la solution de lavage ou d'assainissement, dans ce cas-là. Dans les désavantages, s'il y a un mélange avec de l'acide, on va avoir des chlores gazeux qui peuvent être très, très toxiques pour les gens parce que dans le fond, ça coupe l'oxygène dans l'air. Ensuite, très corrosif à des pH neutres en descendant vers un pH acide, comme j'expliquais tantôt par rapport à dans le fond, plus le produit, plus le chlore est à pH neutre, plus il y a l'effet oxydant, plus, dans le fond, plus il peut être corrosif et avoir une efficacité très, très de désinfection. Instable. Dans le fond, le produit est instable, puis il y a une courte durée de vie dans un baril de chlore qui est ouvert pendant 2-3 semaines. Elle va avoir très peu d'efficacité après 2-3 semaines, 1 mois d'utilisation. Parce qu'une très grosse évaporation qui se fait là, seulement juste par rapport à l'air, puis l'air ambiant, puis la température ambiante. Et lorsque dans le fond, la formation potentielle des sous-produits, ce qui arrive, c'est que quand on rejette le chlore puis qu'il va être en contact avec la matière organique, on peut avoir des problématiques de transformation de résidus là, dans les eaux usées par rapport au chlore. Les concentrations maximum
qui doit être utilisé, c'est 200 ppm de chlore libre ou disponible, dans ce cas-là. Dans les composés d'ammonium quaternaire, dans le quaternaire, dans le fond, les avantages, on va avoir des produits qui vont être très stables avec les souillures organiques, un large spectre d'activité par rapport avec le quaternaire, activité résiduelle antimicrobien. On va avoir généralement, les quaternaires vont être utilisés beaucoup dans les bains de pieds. Dans le fond, ce qu'on a besoin, on a besoin d'un résiduel pour être capable d'avoir une longue activité sur le plancher dans les bains de pieds. Quand même très stable, puis une longue durée de vie là, en baril, là, côté, même si le baril est ouvert pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est très stable, puis on a une très longue durée de vie par rapport à ça. Un très bon effet aussi de désodorisant. Les quaternaires vont avoir cette propriété-là. Et sur les moisissures aussi. Il va être capable d'aller chercher beaucoup de moisissures par rapport à ça. Dans les désavantages, ça va être, dans le fond, le quaternaire est incompatible avec les agents mouillants anioniques lorsqu'on va faire des rotations d'assainisseurs. On va passer maintenant avec des assainisseurs qui vont être en quat et acide, puis qu'on va être obligé de faire un rinçage entre les deux assainisseurs lorsqu'on fait des rotations d'assainisseurs. Ensuite, une faible tolérance à l'eau dure. L'activité limitée à basse température. Et ensuite, une mousse excessive dans les applications mécaniques. Comme ça mousse bien, exemple, dans des bains de pieds, c'est sûr que si on veut passer des quaternaires dans un CIP, c'est sûr que ça va mousser. Et une activité microbienne variée selon les formulations chimiques. Là, ce que ça va faire, c'est que ça va être selon l'activité qu'on va utiliser. Ben, ça peut être l'activité microbienne va varier beaucoup selon les concentrations par rapport à, exemple, un bain de pied ou un produit à 200 ppm là, qui va être utilisé comme assainisseur de surface. Parce que dans le fond, les quaternaires dans les bains de pieds vont être utilisés beaucoup plus à des solutions avec rinçage, parce qu'on n'a pas besoin de rincer. Donc, on va être plus dans les alentours de 800 ppm de quaternaire actif dans les bains de pieds, dans les bains de pieds, exactement. Assainisseur paracétique. Dans le fond, les assainisseurs paracétiques, quand ils hydrolysent les micro-organismes, ils vont se transformer en eau, en oxygène et en acide acétique, dans le fond, qui est relativement du vinaigre, donc sans danger pour l'écologie. Les avantages, peu moussant, actif dans un large spectre de température et de pH, jusqu'à 7,5 de pH. Aucun problème d'aller avec des produits, des assainisseurs comme ça. Les combinaisons d'acides paracétiques qui vont avoir un large spectre d'activité microbien. Ils vont aller chercher beaucoup de micro-organismes. Sans résidus actifs, par rapport au quaternaire, dans le fond, le quaternaire va être très résiduel, tandis qu'un assainisseur paracétique, ça va être beaucoup plus une action, dans le fond, ça va être une action très rapide et qui va faire une coupure directe, qui va être beaucoup moins résiduelle. Généralement non corrosif pour l'acier inoxydable et l'aluminium, dans les concentrations recommandées toujours. Relativement tolérant aux souillures organiques.
par rapport à ce que, comme on disait au début, là, par rapport à ici, vu qu'on va toucher aux produits à matière organique, dans le fond, il va se transformer en eau en oxygène et en acide acétique. Dans les trois étapes ici, ça va être beaucoup plus des propriétés d'un produit spécifique chez nous qui s'appelle le Synergex. Dans le fond, ces propriétés-là, c'est qu'on peut faire un assainissement plus un cycle acide en une étape. Fait que dans le fond, on peut, dans des lavages CIP spécifiques, on va pouvoir retirer les lavages acides puis utiliser seulement un assainisseur acide, dans le fond, qui va être capable d'aller solubiliser les minéraux en faisant en une étape. Ensuite, vu que le produit va être plus acide, on va être capable de le voir en conductivité puis avoir une preuve qu'on a mis le produit puis qu'on l'a injecté. Puis très efficace avec les biofilms, retirer les biofilms et les spores. Dans les désavantages, sensibles aux ions métalliques, corrosifs avec les matières qui sont incompatibles, puis une forte odeur du concentré. Quand on rouvre le baril, on le sait que c'est de l'acide peracétique. Dans les méthodes d'assainissement, on a aussi, je vais passer rapidement, on peut utiliser l'eau chaude, mais ça prend une combinaison de temps et de température pour faire des stérilisations à l'eau chaude qui peuvent être très dures sur les équipements qui ne sont pas conçus pour le faire. Donc, si je résume, pourquoi que le nettoyage et l'assainissement doivent-ils être faits en 2 étapes? Dans le fond, la présence de souillure résiduelle peut affecter chimiquement ou physique l'efficacité de l'assainisseur. La saleté peut enrober les micro-organismes et empêcher le contact direct avec les assainisseurs. Dans le fond, s'il reste des résidus, ça va réduire notre efficacité d'assainisseur. Puis, ce qui est important aussi, c'est de vraiment si vous avez assaini un équipement et que ça fait plus de 4 heures, vous devriez le réassainir parce que l'efficacité après 4 heures n'est vraiment plus garantie. Là. Pour maximiser l'efficacité de la salubrité, on doit toujours avoir une surface propre, un bon contact direct avec l'équipement, la température adéquate pour dans le fond, selon les recommandations du produit, la bonne concentration, sans rinçage, ou si on fait un traitement choc avec rinçage, on a besoin des bonnes concentrations. Un temps de contact adéquat, comme recommandé pour chaque produit. Le bon pH de l'eau pour être capable que le produit ait une bonne efficacité. Une composition de l'eau pour faire la dilution. Une bonne composition, comme Frédéric disait tantôt, parce que notre solution est composée généralement de l'eau. Connaître ces types de micro-organismes qu'on doit détruire et le nombre d'organismes. Ça conclut le 3e bloc et la formation d'aujourd'hui. Je regarde les derniers commentaires dans le chat. Jean, si on vient sur ta diapo avec tous les types de produits avec rinçage, sans rinçage, ce qui serait peut-être intéressant d'avoir, c'est, mettons, peut-être tu pourras nous fournir ça dans une conversation ultérieure, mais d'avoir les efficacités des types de produits selon les micro-organismes et à la limite, peut-être des petits commentaires sur les sites d'application. OK, mais là, je n'ai pas ça dans la présentation, par exemple.
Moi, non, mais peut-être si tu reviens sur ta diapo, ils sont tous listés. Ouais, Et tu pourrais peut-être juste nous dire lesquels tu préconises plus selon les laquelle? sites, un petit peu plus haut encore, avant que tu commences à les décrire plus en détail. Là. Moi, celle-là ici. Tu sais, est-ce qu'il y en a que tu préconiserais, ça serait juste pour l'environnement, puis il y en a d'autres que tu préconiserais pour les équipements ou Ben, dans le fond, si on y va, le chlore, ben, le chlore est comme un peu le mal-aimé des industries aujourd'hui à cause du stainless, puis dans le fond, la corrosion qu'il peut créer. Le chlore peut être utilisé dans plein de choses, mais on l'utilise de moins en moins ou dans des choses beaucoup plus spécifiques. Puis c'est sûr que le chlore seul, comme je disais tantôt, on va avoir beaucoup plus de misère à contrôler la corrosion s'il n'est pas en milieu alcalin. Ensuite de ça, les quaternaires, on va les utiliser beaucoup plus dans des applications de bain de pied. Qui vont être, comme je disais tantôt, là, qui vont être de mousser, de faire des belles mousses sur les planchers pour être capable de désinfecter les pieds puis les entrées à des endroits spécifiques. Puis ensuite, autant en assainissement extérieur d'équipements avec des boyaux ou en CIP, en injection, on préconise beaucoup l'acide paracétique à peu près dans tous les sphères d'assainissement. si on prend ceux qui sont entre tes points jaunes, là, comme Ben, on a une question entre sur les les points acides jaunes, ioniques. Moi, c'est ça. on les a mis beaucoup plus pour comme décrire un peu ce qui existe, mais comme les chlorures de dioxyde, c'est peu utilisé. L'iode est presque plus utilisé en industrie. Après ça, les assainisseurs acides ioniques, de moins en moins utilisés. Puis l'assainisseur d'acide carbolexique, celui-là, Kafka, je ne sais pas si tu peux m'aider sur celui-là. C'est des acides gras. Je dirais que c'est dépendant de l'application, dépendant aussi l'environnement, parce que souvent, les assainisseurs aussi, on parle d'acide des quaternaires pour les bains de pied, mais si les eaux usées ne permettent pas d'avoir des quaternaires parce que les usines ont des bassins, des stations, des bassins d'épuration, là. d'épuration, ben certains, des fois, on ne pourra pas y aller, fait que là, on va y aller avec des paracétiques. C'est sûr, chez Collab, on préconise beaucoup l'acide paracétique. Nous, on est rendu à notre 5e génération. Fait que c'est sûr que pour nous, c'est un oxydant, ça tue au complet les types tous les types de bactéries ou presque. Fait que c'est sûr que pour nous, on va plus dans ce principe-là. Les quaternaires, souvent dans les vieilles générations, dans l'industrie, on voyait souvent des rotations. On prenait des quaternaires qui vont être plus qui vont tuer tel type de bactéries, puis après ça, on y allait avec des acides anioniques on avait un autre type de bactéries, fait qu'on y allait en rotation. Mais c'est sûr qu'avec les paracétiques aujourd'hui, c'est des oxydants. Puis c'est comme des oxydants comme le chlore, mais c'est beaucoup moins agressif au niveau des matériaux. Le chlore est un très bon assainisseur, mais il faut que tu gères le pH de l'eau, il faut que tu gères beaucoup d'applications versus le paracétique. Peu importe le pH, tu vas être capable d'avoir une efficacité antimicrobienne beaucoup plus élevée. C'est sûr que l'industrie alimentaire, je dirais, est beaucoup plus migrée maintenant vers le paracétique. Et puis, les acides anioniques, si je comprends bien, ils étaient comme utilisés en alternance avec les quaternaires pour aller chercher toute la gamme de micro-organismes. Exactement.